Les parties les plus intéressantes de toute ma carrière dans le design de chaussures, c'est d'aller sur place, parce que c'est sur place que tu fais la différence. C'est très bien d'avoir des équipes qui sont jeunes, qui sont dynamiques, qui en veulent, qui ont les dents qui raient le parquet, super génial, qui sont extrêmement compétentes techniquement, mais qui n'ont pas d'expérience. Et l'expérience, ça ne s'apprend pas à l'université. J'ai lu quelque part, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il fallait pour que deux humains se fassent confiance. Aujourd'hui, on a la chance de discuter avec Cyril Gay Christophersen, qui est le fondateur, entre autres, de Omega Studio, où on se trouve maintenant. C'est là où on filme la saison 2 de La Savane. C'est un studio incroyable en plein cœur de Genève. Avec lui, on va parler de son parcours un peu atypique, où il a commencé comme designer de chaussures de sport. Pendant des années, il a fait ça chez Salomon, chez Adidas, Brooks aux États-Unis. Puis ensuite, il a fait une transition de carrière. Justement, on en parle un peu plus en détail avec lui, et on essaie de comprendre les enjeux de ces transitions, mais aussi autour du personal branding, LinkedIn bien évidemment, la vidéo comme support pour cette transition et pour les sociétés. Donc une discussion assez variée autour de tous ces sujets et discussion passionnante, donc j'espère que vous allez l'apprécier autant que nous. Bienvenue dans La Savane. On a beaucoup de chance de s'asseoir avec des entrepreneurs incroyables qui nous partagent un peu leur vie et leur parcours. Si vous aimez autant que nous passer ces moments avec eux, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker ces vidéos. Nous, ça nous aide énormément, donc merci beaucoup pour votre soutien. Cyril, bienvenue. Merci, bienvenue chez nous. On est dans ton fief, voilà, on est chez vous. Déjà, merci de nous recevoir. Parce qu'on travaille, on collabore ensemble justement sur ce podcast. On est dans les magnifiques studios de Omega Studio à Genève. Donc voilà, c'est toujours un plaisir d'être là. C'est toujours, on se sent toujours un peu comme à la télé. On se sent bien, on se sent mis en avant, on est au top, on est bien assis, etc. Donc c'est toujours cool d'être là et ça nous fait très plaisir de t'avoir en face de nous cette fois. Généralement, tu es plus tapis dans l'ombre. Exactement. Et aujourd'hui, tu es en face de nous et on va pouvoir échanger un peu sur toi, sur ton parcours personnel en tant qu'entrepreneur, mais aussi sur Omega et ce que vous faites aujourd'hui. Ça te va? Ça me va très bien. Génial. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir. Puis d'être en face de vous. Voilà, exactement, pour une fois. Parcours assez intéressant. De ton côté, tu as commencé ta carrière, on va dire très largement dans le design, et principalement design sneakers, chaussures. Absolument. Avec Brooks, Adidas, Quechua aussi. Pourquoi tu es parti là-dedans? Comment tu es arrivé là-dedans? C'est un domaine assez spécifique. Comment tu t'es retrouvé là-dedans au début de ta carrière? Par accident, en fait. Au départ, j'ai commencé les études d'architecture. Donc, j'étais à l'EPFL. Et puis, toute la partie académique me plaisait beaucoup, mais la partie archi, je trouvais ça un peu lent. Lent dans le sens, pas au niveau des études, mais lent dans le sens où il faut à peu près, en tout cas à l'époque, 3 à 4 ans avant de voir le résultat de ton travail. Et puis moi, je trouvais ça super insupportable, en fait. Et j'avais envie que ça se passe plus rapidement, que je puisse voir enfin mes créations le jour où j'en créerai. Bref, et puis mon frère, c'est toujours des histoires de frères, hein. Mon frère faisait une étude de marché sur la Riviera, puis il m'a dit, tiens, il y a une école que tu devrais voir, Art Center College of Design à la Tour de Paix. C'est absolument génial. Donc, je suis allé voir cette école et effectivement, c'était absolument génial. C'est au château de Sully, à la Tour de Paix, dans un cadre exceptionnel. Et bon, l'école n'existe plus à la Tour de Paix. L'école est à la base à Pasadena, en Californie. Puis bref, donc je commence mes études de design avec pas mal de stages, avec ensuite un grand passage justement en Californie, où là, pour la petite histoire, je rencontre un pote qui, bien plus tard, va m'ouvrir les portes de Brooks, justement. Mais moi, je me destinais, mon projet de diplôme, c'était un bateau. Ça répondra déjà à une question. Une autre question qu'on a sur les bateaux. À une autre question qu'il y a sur le bateau, effectivement. Donc ça, moi, comme Max le sait, j'ai du sang viking dans les veines. Ma mère était norvégienne et toute la famille du côté de ma mère sont dans les bateaux de près ou de loin. Donc du coup, moi, j'ai ça dans le sang. Et puis les bateaux, c'est toute ma vie, c'est toute ma jeunesse. Dès que je pouvais, j'allais sur l'eau, j'étais toujours sur des bateaux. Je bricolais des petits bateaux en bois avec un clou, une ficelle, une canne, et puis hop, je les faisais naviguer comme ça, enfin bref. Ça, c'est comme ça que je passais mes étés en Norvège. Et bref. Quel cadre pour être sur des bateaux en plus. Exactement, exactement. Bon, pour la faire courte, je vais essayer en tout cas de la faire courte. On a le temps. J'ai donc mon projet de diplôme, un bateau.
Le bateau devait se faire et il est né en fait d'un challenge. Et ça reviendra souvent dans ma carrière, en fait, les challenges. L'envie de relever des défis à chaque fois. Et on m'avait dit, OK, Cyril, j'ai besoin que tu dessines mon prochain bateau et j'ai besoin qu'il ait un cul carré mais pointu. Je dis, OK, intéressant comme brief. Et en fait, c'était un bateau à la base qui venait du bassin d'Arcachon, et où il y a des pinasses et des chalands. Les pinasses ont des culs pointus et les chalands ont des culs carrés. Et il fallait que je combine les deux. Et j'ai trouvé une solution qu'un jour je vous montrerai peut-être. Mais ce n'est pas tellement le sujet d'aujourd'hui. Et puis du coup, malheureusement, le projet ne s'est pas fait. Moi, je suis parti aux États-Unis retrouver le pote que j'avais rencontré pendant mon cursus à Pasadena, qui lui bossait pour une boîte de design qui faisait du design pour d'autres entreprises dans la chaussure. Et il me dit, tiens, on travaille avec un client qui recherche un designer, est-ce que ça t'intéresse? Je dis, bien sûr. Moi, j'étais avec mon portfolio sous le bras et puis j'étais là en train de regarder un peu quel type d'entreprise. J'avais fait un entretien chez Bombardier à Montréal où il m'avait dit un truc, alors qu'on nous dit toujours quand on commence à travailler, on sort des études, revenez nous voir quand vous aurez de l'expérience. Ah ouais. Genre, engagez-moi comme ça j'en aurai un petit peu. Exactement. On connaît l'histoire. Mais du coup, je postulais aussi pour travailler pour Sea-Doo en Floride. Mais bon, j'ai pas eu le job manifestement, donc je pars de l'autre côté, je vais à Seattle, je regarde Seattle depuis l'avion quand j'atterris, je me dis ça ressemble à la Norvège, ça va être top. Je passe une journée d'entretien et j'ai eu le job. Donc c'était mon premier job avec ma première expérience de femme CEO d'ailleurs. Ils étaient assez en avance, ça remonte à 95 et j'ai passé 5 ans. Très vite promu directeur du design, trop vite d'ailleurs, donc je décide de quitter et puis j'avais envie encore de tenir le crayon. Ça, c'était à Seattle, hein? Ça, c'était à Seattle, okay, aux États-Unis. Okay. Et j'ai bossé un petit peu pour mon pote en Californie. Ensuite, je suis rentré en Europe. Et là, tout de suite, j'ai commencé à travailler pour Salomon. Salomon, où j'ai participé à l'élaboration d'une nouvelle catégorie de chaussures, rien que ça, qui s'appelait à l'époque Mountain Running et qui est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui comme le Trail Running. Donc voilà, je suis un petit peu le grand-père des chaussures de trail. Des chaussures de trail avec la l'Xa Pro 3D de Salomon, qui est un modèle iconique. Ils en ont vendu, mais des wagons et des wagons. C'est toi qui l'as dessiné? J'ai dessiné la semelle. Ok. C'est co-dessiné. Mais quand tu dis la création d'une nouvelle chaussure, ça veut dire qu'en gros, il y a cette espèce de nouveau sport qui arrive, on va dire, si on essaye de se projeter en arrière. Tu as ce nouveau sport qui arrive et vous devez trouver des solutions sur... Voilà, ils vont courir dans des terrains où il y a des cailloux, donc il faut penser à ça. Ils vont courir en montée, en descente, sur des longues durées. Donc tu prends tout ça en compte et de là, tu dois venir avec une solution concrète. Une solution qui répond à des besoins, voilà. Besoins d'utilisation, des besoins d'usage, des besoins purement fonctionnels, des besoins ergonomiques, quasiment orthopédiques presque. C'est-à-dire qu'on doit vraiment respecter l'anatomie du pied pour faire en sorte que en terrain, ça fonctionne et puis qu'on garde en fait, surtout dans le trail running, la proprioception. C'est-à-dire cette notion de pouvoir savoir sans le regarder où est ton pied et dans quelle position il est. Et si tu as des chaussures qui sont mal conçues, tu sens moins le terrain et puis du coup, tu es moins performant et puis tu peux te casser la gueule et puis c'est un petit peu dommage. Donc, c'est pas vraiment le but. Donc, on doit combiner plusieurs facteurs et ça reviendra aussi souvent dans ma carrière. Ces deux valeurs fondamentales, ces valeurs d'usage. Donc, c'est est-ce que mon produit est performant et répond à mes besoins en tant que coureur. Puis après, la valeur d'estime. La valeur d'estime, c'est est-ce que ça me fait plaisir de porter ces chaussures? Est-ce qu'elles redorent sur moi? Qu'est-ce qu'elles disent de moi? Et en fait, il y a peu d'objets finalement qui doivent prendre en compte ce paramètre-là. Il y a les montres, il y a les lunettes, les chaussures, peut-être à un degré aussi peut-être différent, mais il y a tout ce qui est automobile ou vêtements. Bref, tout ce qui va en fait raconter un peu ton style, ta culture, à qui t'appartiens, quel type de groupe tu appartiens, etc. au travers de tes vêtements. Et on doit prendre ça en compte. Et c'est là où, alors je fais un petit peu un bond en avant, mais par rapport au branding, justement, on doit prendre en considération tous ces éléments-là pour faire ressortir des valeurs d'une marque au travers d'un produit. Et puis justement, dans les chaussures de running, comme c'est un produit qui va être vu par d'autres d'une façon extrêmement floue,
Parce que tu vois, quand tu cours, tu vois des gens courir, tu vois des gens qui passent, marathon, course, etc. Et puis tu vois pas forcément, t'identifies pas facilement en fait quel type de chaussures ou quelle marque le type qui t'a dépassé avait, parce que tu veux les mêmes, parce que tu veux aussi courir aussi vite que lui. Évidemment, c'est pas que la chaussure. Bref. Donc en fait, c'est un élément extrêmement graphique, la chaussure de sport. Et c'est ça qui me plaisait énormément. Puis en plus de ça, ça recouvrait, enfin ça faisait appel à 5 univers industriels différents que tu dois combiner. Tu as tout ce qui est plasturgie, tu as tout ce qui est en termes industriels. Hein. Tu as les moules de semelles, tu as les matières, tu as le textile, tu as toute la partie soft, en fait, la partie haute de la chaussure, ce qu'on appelle la tige. On ne va pas trop rentrer dans la technique ici, mais en gros, tu as la partie souple de la chaussure qui fait appel à plein de connaissances, de patronage et puis de fitting, etc., un peu comme les vêtements. Puis après, tu as la partie hard, même si elle n'est pas vraiment hard, mais la semelle, la première semelle de propreté, tu as la semelle d'amorti, et puis tu as la semelle en caoutchouc qui va faire en sorte que tu glisses, ou tu as de l'adhérence, ou tu as de la traction, etc. Bref, tu dois prendre tout ça en compte et au final, arriver avec un produit qui va être efficace et qui répond aux attentes déjà de la marque et aux attentes des utilisateurs. Et ça, tu collabores avec parce que j'ai l'impression qu'on parle d'une science hyper poussée. On aurait pu parler d'avion chez Bombardier, c'est limite le même discours, tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc, il doit y avoir une ingénierie tellement poussée pour un objet qui est tellement utilisé au quotidien. Est-ce que justement tu collabores aussi avec des ingénieurs ou des personnes vraiment qui connaissent ça parfaitement? Ça doit être tellement technique comme truc. Bien sûr, il y a une équipe assez complète pour réaliser en fait une chaussure qui se respecte. Tu as évidemment une partie marketing qui va dire nous on a analysé le besoin aujourd'hui du marché, les tendances, on doit aller vers ceci, cela, le reste. Après, tu as les designers qui ont leurs idées et puis qui sont dans l'innovation et qui se tiennent le plus possible à distance du marketing. Et après, tu as le développement, donc les ingénieurs qui vont transformer la vision du designer qui lui transforme la vision du marketing en quelque chose de faisable dans les temps, dans les prix, etc. Et les jeunes designers, d'ailleurs, ont beaucoup de problèmes à réaliser que, OK, ton truc, il est génial, mais il est infaisable parce que beaucoup trop cher, ou simplement, on ne sait pas comment faire un moule pour ton dessin, etc. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte. Et puis, finalement, c'est vraiment un travail d'équipe. Et une équipe moyenne, si tu veux, d'un bureau de développement de chaussures, tu as à peu près 20-25 personnes au total. Donc, question un peu naïve, mais à cette période-là, c'était quoi la date, tu disais J'ai commencé en 95-96 et puis j'ai arrêté de faire des chaussures en 2017. Tu disais reprendre le crayon. Est-ce que c'était au crayon mélangé avec un peu d'ordi? C'était 90% d'ordi, 10% de crayon? C'était quoi? C'est une excellente question. Au départ, c'était vraiment... D'ailleurs, mon mentor qui m'a vraiment appris à dessiner une chaussure, c'était au crayon. Ouais, c'est ça. Feuille de papier, gomme. C'était le premier draft, crayon. Le premier truc, puis après tu passais potentiellement sur le D'ailleurs, digital. On faisait des design sessions qui étaient hyper intéressantes. D'ailleurs, que j'essaie de reproduire aussi dans d'autres secteurs, où on se mettait autour d'une table et puis on avait du papier calque et chacun dessinait par brief. Une partie? Exactement. Puis après, tu les remettais dessus, puis après, tu arrivais à générer en fait une quantité de concepts en un temps extrêmement court qui était juste hallucinant. C'est tellement cool comme idée. Ouais. En fait, tu peux les superposer en fonction de ce que tu mets avec quoi, ça te donne des concepts différents. Puis après, tu peux isoler une partie que tu dis, OK, tout le monde, le consensus dit, ah ouais, ça, c'est super cool, ça, on le garde. Puis après, tu repasses dessus. Puis surtout maintenant, avec la partie digitale, t'imagines. Alors maintenant, évidemment, ça doit être encore... l'idée reste la même, mais la technique derrière, c'est ouf, parce que c'est beaucoup plus facile. Tu génères vachement rapidement, en fait, plein de concepts. C'est ça qui est cool. Tu as gardé un... Tu restes je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un peu les geeks des sneakers, de la chaussure, tu vois, ça se vend, c'est un marché c'est clair. Monstrueux. Moi, je ne suis pas du tout dedans, mais j'ai l'impression que ces dernières années, il y en a beaucoup plus. Je ne sais pas si c'est moi qui ai commencé à voir ou si c'est la réalité, mais tu restes dans le domaine un peu, c'est un truc que tu as gardé un petit peu ou pas évidemment, vraiment? Oui, bien sûr. Quand tu as une nouvelle chaussure de quelqu'un qui sort, tu regardes, tu dis, ça, ils ont fait ça comme ça. Ouais, c'est clair. On est une communauté. Finalement, les designers de chaussures vraiment spécialisés chaussures, il n'y en a pas tant que ça. Donc, du coup, c'est une communauté assez restreinte
Et puis, on reste souvent en contact, et puis on regarde un peu, il y a des groupes LinkedIn, Une amicale de les anciens designers de les chaussures. anciens designers de chaussures. Mais oui, je garde un pied dedans, ouais, sans faire de jeu de mots débile. Mais c'est un marché de l'art presque maintenant. C'est-à-dire bien qu'il sûr. y a des collectionneurs de Et même du chaussures. NFT maintenant. Il y a du NFT, il y a des collabs qui se font, où moi j'ai des potes qui sont à fond là-dedans. C'est comme la bourse, là. Tu Il y peux a des acheter en plateformes ligne. de trading, Ouais, de des plateformes de chaussures. trading, je sais plus comment elles s'appellent. Il y a c'est StockX, je crois, où tu peux faire tous ces trucs. C'est assez incroyable à quel point ce marché-là particulièrement. Juste sur la chaussure, sur le principe. Ouais, genre, ouais, c'est c'est vraiment juste bien sûr. sneakers. machin. Mais parce que c'est un objet de désir, justement. Alors là, on parle vraiment de valeur d'estime pour le coup. Là, c'est les collectibles. C'est ça. J'ai la Air Jordan de 95. T'as 2-3 paires un peu que J'avais, t'as gardées, j'ai plus. T'as plus. J'ai plus. Ici, là-bas, il y en a quelques-unes de mes mes bébés à moi. Mais non, à un moment donné, j'avais jusqu'à 300 paires de chaussures, je crois. Tu les mettais où? Je les mets Des stocks entiers. dans des sacs, etc. Puis au bout d'un moment, c'est ingérable. Puis après, j'ai vécu un tremblement de terre à Seattle. Donc, du coup, ça a détruit pas mal de choses. Ah ouais. Et ça a éliminé déjà naturellement. Minimaliste forcé. Exactement. Et puis après, j'en ai donné beaucoup. J'avais un landlord qui était iranien, qui avait des contacts avec des associations caritatives en Iran. Et il avait besoin d'envoyer des chaussures. Donc, on envoyait des chaussures. Et après, il y avait énormément aussi de programmes. On n'a qu'un seul pied. Donc, on ne développe pas forcément toujours une paire pour juste se rendre compte du produit. Et donc, on avait beaucoup de pieds droits ou de pieds gauches. Et ça, on les a donnés aussi à des associations pour unijambistes qui n'ont pas besoin d'acheter deux chaussures. Donc, ils étaient tout contents de pouvoir... Ça t'évite de produire deux, avoir ça fait moins de, exactement, moins de, entre guillemets, déchets, etc. Ouais, exactement. Mais bon, ça a tellement évolué depuis. Il y a Nike qui est arrivé avec le Flyknit, je ne sais plus en quelle année. Le Flyknit, en fait, c'est les chaussures qui sont tricotées. Ah. Et l'objectif, en fait, Ouais. l'objectif, c'était vraiment de pouvoir rapatrier la production d'Asie aux États-Unis, déjà à l'époque. Et ce qui coûte le plus cher, en fait, dans la fabrication d'une chaussure, c'est la main-d'œuvre. Et c'est pour ça que toutes les marques, la plupart des marques fabriquent en Asie, parce que la main-d'œuvre est moins chère. Ouais. Et Nike ils étaient un peu leaders là-dessus, parce qu'ils voulaient produire local pour local. C'est-à-dire avoir des usines en Amérique ou au Mexique pour l'Amérique du Nord, des usines en Europe pour l'Europe, en Asie pour l'Asie, etc. Et la seule façon de pouvoir réaliser ça au niveau pur business, c'était de limiter en fait la partie main-d'œuvre. Et à partir du moment où tu fais tricoter une tige, donc la partie souple de la chaussure, il y a beaucoup moins de main-d'œuvre. Donc du coup, ça devient réalisable en fait de produire localement. Je ne sais pas où ils en sont maintenant. J'allais dire, c'est le cas aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont des usines? Ouais, difficile à dire. Je sais pas. J'ai du mal à croire. Pas complètement. J'ai du mal à croire que Nike ait toutes leurs usines en Europe. Il y a encore beaucoup de trucs made in China, non? Je sais pas. De moins en moins de China, en fait. Maintenant, c'est de plus en plus Vietnam, Indonésie. Oui, il y a des nouveaux endroits. Ouais. Bientôt, il y aura l'Afrique de l'Est. Il y a l'Afrique de l'Est, exactement, l'Éthiopie, etc. De plus en plus. Ok, intéressant. Et ensuite, donc tu as passé, tu parlais de Salomon, il y avait Adidas aussi, tu as passé dans 2-3 gros belles boîtes. Et puis à un moment donné, virage, on va dire, transition de carrière dans la transition de carrière. C'est juste ce que je dis. Oui. Tu te retrouves à faire une transition de carrière et à travailler dans la transition de carrière. Ouais, exactement. Comment tu t'es retrouvé là-dedans? Qu'est-ce qui a fait que tu as quitté ce monde-là? Alors, les dernières années, dans le monde de la chaussure, c'était 5 ans chez Quechua en tant que directeur de design chaussures, où il m'avait confié comme mission de rendre la marque beaucoup plus désirable, beaucoup plus sexy, entre guillemets, parce que des super produits, les chaussures Quechua, mais à l'époque, en tout cas, c'était pas hyper sexy, tu n'étais pas hyper fier de porter justement une paire de Quechua en chaussures de randonnée. Donc ma mission, c'était de redéfinir complètement le design language, de poser les valeurs en fait de Decathlon via Quechua au travers de leurs chaussures. Donc ça a été, ça a été un travail mais colossal. Mais on a bien réussi parce que du coup les ventes ont commencé vraiment à exploser. Moi, je me suis vraiment concentré sur la direction purement artistique. Donc, il y avait une équipe, il y avait 6 designers, il y avait une douzaine de développeurs, plus le marketing, etc. Donc, c'est une grosse équipe. Et puis,
après 5 ans, j'avais plus de mission parce que j'avais rempli ma mission. Et ça tombait bien parce que moi, j'en avais un petit peu fait le tour de la chaussure, en fait. Et je pense que les 2 dernières années chez Quechua, je m'occupais uniquement du process. C'est-à-dire que moi, je partais tout le temps en Asie. Je pense que toutes les 6 semaines, j'étais 2 semaines en Asie pour trouver des nouvelles solutions pour pouvoir prototyper plus rapidement, pour avoir un time to market beaucoup plus court. Ça, c'était un petit peu le nerf de la guerre pour un grand distributeur comme Decathlon. C'est plus tu arrives avec des nouvelles collections fréquemment, plus tu crées du buzz, plus tu as des gens qui rachètent des produits, etc. etc. Donc là, tu n'es plus trop dans le design et dans la création, j'imagine. Alors, dans la création, oui. Plus tellement dans le design en tant que dessiner quelque chose, mais c'est dans la réflexion stratégique de comment combiner plusieurs facteurs. Ça part, c'est une idée toute bête, mais ça part de la taille de la roulette de la machine à coudre avec laquelle les travailleurs en Chine vont coudre ton design. Et moi, j'ai toujours demandé, mais vous ne pouvez pas réduire la taille de la roulette pour pouvoir faire des virages un petit peu plus serrés, pour maintenir une couture plus uniforme, etc. Et il y a eu énormément de travail comme ça qui fait qu'au fur et à mesure, tu arrives à améliorer le process, mais tu n'y arrives uniquement qu'en allant là-bas, en discutant avec les couturières qui sont avec leur machine à coudre. Alors évidemment, moi, je ne parle pas chinois. Donc, c'est toujours par langage un peu de signes, etc. Mais j'adorais cette partie-là. Pour moi, c'était une des parties les plus intéressantes de toute ma carrière dans le design de chaussures, c'est d'aller sur place, parce que c'est sur place que tu fais la différence. Et c'est ce que j'ai aussi instauré un peu comme culture chez Quechua, où les designers ne partaient jamais. Ils restaient chez eux, dans leur bureau, à regarder les belles montagnes alpines, et puis à dessiner des chaussures de rando. Mais au bout d'un moment, tu tournes comme un hamster. Tu as besoin de sortir, tu as besoin de te nourrir d'informations, d'inspiration de partout dans le monde. Donc ça a changé aussi. Donc ça, je suis assez fier d'avoir un petit peu insufflé plus de dynamique en fait, dans le process du design chez Quechua. Puis après, pour en revenir à ta question initiale, donc j'ai fait ma propre transition de carrière, effectivement. Donc moi, j'avais 50 ans à ce moment-là. On reviendra à ce chiffre 50, fatidique, où il y a beaucoup de choses qui changent, qui évoluent. Donc, j'ai été voir, on m'a conseillé d'aller voir une boîte qui faisait de la transition de carrière, de l'outplacement, pour revaloriser mes compétences. Parce que moi, j'habitais Genève, donc moi, j'étais frontalier à l'envers aussi. Moi, je bossais chez Quechua à Salanches, en vivant à Genève. Donc les gens me disaient, mais j'étais complètement fou, toi. T'es le seul sur l'autoroute, tout seul. Mais ça marche. Frontalier à l'envers, ça marche aussi. Et c'est vrai que dans ma ligne de compétences, à Genève même, il n'y avait pas grand-chose dans le design de chaussures pures. Alors après, j'ai fait face notamment à beaucoup de... Moi, j'ai constaté ça, en tout cas, dans les cabinets de recrutement, un grand manque de créativité. Ils me disaient, ah ouais, t'as un super CV, alors t'as dessiné les chaussures, t'as été directeur du design de la chaussure pendant ceci, cela, etc. Mais à Genève, il n'y a rien, on ne peut pas t'aider. Et puis moi, à l'époque, pour des raisons personnelles, je ne pouvais pas m'exporter. J'ai eu des propositions d'aller en Chine, etc. Mais moi, j'avais un enfant en bas âge et tout, je n'avais pas envie de... Bref, ce n'était pas possible de me déplacer. Et puis j'ai constaté vraiment OK, avec toutes ces compétences-là, qu'est-ce que tu fais finalement? Parce que tu as des compétences de management, des compétences évidemment de stratégie, de design pur, d'analyse marché, etc. Et tu te dis, mais que des gens qui sont des professionnels du replacement ou de la transition de carrière sont là en train de te dire, mais je ne sais pas trop ce qu'on va faire avec toutes ces compétences. Et là, c'était une petite graine plantée quelque part dans mon cerveau sur peut-être qu'il y a quelque chose à faire de différemment dans ce secteur-là. Et puis, la personne qui m'accompagnait, elle voulait créer sa propre boîte de transition de carrière. Et elle m'a dit, tiens, comme tu es designer, aide-moi à faire mes cartes de visite, mon logo, mon site, etc. Donc, j'ai commencé à travailler avec elle comme ça. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à apprendre un peu le métier sur le tas. Et puis, j'ai trouvé ça super intéressant, en fait, d'aider les gens. D'aider les gens à se redécouvrir et puis surtout à les aider à construire des outils de communication efficaces. On parle de CV, de lettre de motivation, de page LinkedIn, etc. Préparer un pitch, au niveau du narratif en tout cas. Après, au niveau de la voix, ça viendra plus tard avec Marie-Camille. Et moi, j'avais vraiment cette approche très design, c'est-à-dire
un des concepts fondamentaux du design, c'est qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Je pourrais en citer plein, hein, des genres de citations comme ça. Mais ça, c'en est une. Puis une autre aussi, c'est les designers sont là pour influencer le changement, quel qu'il soit. Et ça, c'est resté en moi parce que je me suis dit, tiens, quelqu'un en transition de carrière, il est dans une phase de changement, forcément. Donc, je pense que tous les préceptes que moi, j'ai appris, travaillé, appliqués, pouvaient s'appliquer à d'autres domaines. Et notamment la transition de carrière. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Après, j'ai créé ma propre boîte, du coup, Career Designers, parce que, voilà, mon associée de l'époque, elle me disait, mais Cyril, le design, pour toi, c'est fini, il faut que tu comprennes ça. Et moi, j'étais là, non, designer un jour, designer toujours. Je pense qu'il y a des choses à valoriser avec une façon d'aborder une problématique avec un autre angle, toujours. Il y a toujours d'autres solutions. C'est une méthodologie de travail aussi. C'est comment tu amènes ouais. certaines compétences que tu avais justement acquises dans le design qui peuvent s'appliquer ailleurs dans d'autres choses. Exactement. Et donc, tu as commencé tu disais, tu as aidé cette personne à faire son design, on va dire simplement. Et donc, après, tu as commencé à travailler avec cette personne-là ou J'ai travaillé avec elle. Okay. J'ai travaillé avec elle. J'ai commencé au début comme observateur. Je prenais des notes et je regardais comment elle faisait, quel type de questions elle posait. Elle avait un background de psychologie. Donc, c'était un bon mix, en fait, entre mon approche pure design et puis une approche un peu plus psychologique. Puis après, j'ai vraiment eu envie d'aller vraiment dans ma voie à moi. Je suis quelqu'un d'assez déterminé quand il s'agit de mettre en place certaines idées. Et puis du coup, on s'est séparés. Et puis moi, j'ai créé Career Designer, c'est comme ça. Mais après 3 ans, donc j'ai quand même appris le métier avec elle pendant 3 ans. Et pour ça, je la remercie parce qu'elle m'a appris beaucoup de choses qui m'ont ouvert un nouveau pan, en fait, dans mon sac de compétences. Parce que tu mentionnais le fait que le fameux 50 ans, c'est un moment dans la carrière qui peut être complexe au niveau de la transition. Ce qu'on entend souvent d'ailleurs, parce que voilà, 50 ans, tu as déjà une bonne partie de ta carrière qui est faite. Tout le monde qui nous met à la poubelle. Ouais, c'est trop cher. Trop cher, proche de la retraite, entre guillemets, parce que théoriquement, il y a encore 15 ans quand même de boulot. C'est quand même pas... Enfin, c'est énorme. C'est quoi qu'est-ce qui se passe à 50 ans? Comment ça se fait que... Alors c'est compliqué à cet âge-là. Je pense que c'est compliqué, surtout de la part de l'employeur qui aujourd'hui est dans une logique effectivement d'optimisation, dans une logique de contrôle de coûts. Effectivement, à 50 ans, au niveau des assurances sociales, ça peut commencer à coûter plus cher. Mais je pense que ce n'est pas vraiment la raison. Je pense que dans le profil, parce qu'on a accompagné quand même pas mal de personnes, je pense plus de 400 personnes on a accompagné en dessous de 50 et plus. Moi, ce que j'ai constaté sur ces 400 personnes, c'est qu'il y a des gens, effectivement, qui sont fatigués psychologiquement parce qu'ils ont... Je pense qu'ils ont été très loyaux avec leur employeur. Et c'est des carrières aujourd'hui qui n'existent plus. Là, on parle de gens qui restent 20, 25 ans dans la même boîte. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il n'y a plus de personnes qui restent aussi longtemps. Et... c'est des gens qui sont fatigués. Je pense qu'il y a une partie de responsabilité de la part de l'employeur qui ne fait pas assez pour s'assurer que leurs ressources restent au top du top en termes de compétences, en termes de skills, etc., que ce soit soft skills ou bien technical skills. Je pense qu'il y a un énorme travail. Heureusement, il y a une prise de conscience et il y a de plus en plus de programmes de upskilling, reskilling aujourd'hui au sein même d'entreprises pour attirer des compétences et surtout pour les garder. Et au bout d'un moment, on prend une décision de se dire, bon, cette personne-là, elle arrive à 50 ans, elle commence à nous coûter cher, elle s'est un petit peu mise à l'aise et qu'elle est moins peut-être réactive par rapport à ce que nous, on veut. Donc, OK, c'est facile de dire, allez, on la laisse partir et puis on va embaucher quelqu'un de plus jeune. Le problème, parce que moi, j'étais le vieux du coup chez Quechua, parce que la moyenne d'âge, c'était 27 ans, moi, j'avais 50. Le truc, c'est que c'est très bien d'avoir des équipes qui sont jeunes, qui sont dynamiques, qui en veulent, qui ont les dents qui raient le parquet, super génial, qui sont extrêmement compétentes techniquement, mais qui n'ont pas d'expérience. Et l'expérience, ça ne s'apprend pas à l'université. L'expérience, ça s'apprend en bossant, en tentant des choses, en se plantant beaucoup. Et puis, parce que si on ne se plante pas, de toute façon, on ne peut pas savoir à quel point on était près ou loin de l'objectif visé. Donc, ça, c'est une thématique, j'imagine, dans l'entrepreneuriat qui est extrêmement récurrente. C'est trial and error and repeat. Et puis, je crois que le succès, c'est de te relever
te relever une fois de plus que le nombre de fois où tu es tombé. Juste une fois de plus, c'est pas beaucoup plus. Ouais. Une fois de plus. Mais donc voilà, mon analyse, c'est ça. Je pense qu'il y a un travail à faire d'accompagner les entreprises aussi à mieux comprendre finalement la problématique. Et puis, moi, je pense que la mixité générationnelle, c'est vraiment la solution parce qu'on a besoin de gens d'expérience pour accompagner et encadrer ces jeunes équipes qui, techniquement, sont super bonnes. Moi, dans le design, je l'ai vécu. Hein. Il y avait des gens que j'accompagnais qui étaient beaucoup plus forts que moi dans le dessin ou dans la maîtrise des logiciels 3D, etc. Mais par contre, qui n'avaient pas l'expérience. Donc, combiner ces deux sets de compétences complètement complémentaires faisait en sorte qu'on était beaucoup plus rapide à arriver avec des bonnes solutions. Puis ça marchait super bien. Donc, je pense que c'est possible. Ouais. Ouais. Et c'est quoi aujourd'hui alors, j'imagine que c'est complexe parce qu'il y en a beaucoup, mais quelqu'un justement qui a 50 ans plus, qui se retrouve dans cette phase de transition, c'est quoi tes conseils aujourd'hui pour ces personnes-là Le premier conseil que je donnerais, c'est que c'est pas le métier qui te fait, c'est toi qui fais le métier. C'est que moi, j'ai vu énormément de gens que j'ai accompagnés qui étaient complètement désemparés parce qu'ils se retrouvent à 50, 50 plus. Et ils se disent, mais ma carrière est finie, je ne sais pas comment je vais faire, tout s'écroule. Ils sont évidemment morales dans les chaussettes. Et ils s'identifient énormément, surtout pour des personnes qui ont travaillé 20, 25 ans justement dans la même boîte, dans le même rôle, etc. Et qui se disent, bah voilà, on ne veut plus de moi. Mais non, ce n'est pas de toi qu'on ne veut plus. Alors de nouveau, il y a un énorme travail à faire de prendre un pas de recul et se dire, c'est pas moi personnellement qui suis visé, c'est mon poste qui a été remplacé, soit par l'IA, hein, c'est une thématique aujourd'hui évidemment qu'on connaît tous, ou simplement parce que il y a eu des restructurations, il y a souvent des fusions, acquisitions, et il y a des redondances de postes, et puis voilà, on doit trancher à un moment donné. Donc il y a aussi un aspect qui est hyper pragmatique de la part des entreprises, certes pas très humain, mais donc le premier truc à se dire, c'est déjà de t'en faire autant que ce soit possible, de ne pas prendre ça personnellement, déjà d'une part, et puis de faire un assessment, déjà prendre un peu de temps pour respirer. Moi, ça m'est arrivé après Quechua, où à un moment donné, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et il y a un temps où il faut digérer. Nous, on a accompagné une personne récemment qui disait « Ah, moi, je veux te trouver un nouveau job dans 2 mois. » Là. Je dis « Prends ton temps. Prends ton temps, analyse bien si tu veux continuer dans cette voie-là ou si, au contraire, c'est une opportunité pour faire autre chose. » Tu vois, tu as, je pense, tout un ensemble de compétences que tu as utilisées toute ta carrière et peut-être que maintenant, c'est le moment d'en utiliser d'autres. Moi, je l'ai fait, je l'ai vu, j'ai fait exactement ça. Parce que moi, j'ai arrêté de dessiner pur et dur des chaussures. Et je dessine maintenant, mais différemment. Enfin, je crée, je conçois différemment. Mais voilà, le conseil que je peux donner le plus concret, c'est déjà ne jamais penser que ça sera toujours les autres et pas moi. Donc, toujours travailler son CV tout le temps. Toujours avoir un CV à jour. Ne pas sous-estimer parce que la population des 50+ pense que LinkedIn, c'est un truc, mais c'est pas très utile. Mais moi, je veux pas. Le nombre de gens que j'ai vus, non, moi, je veux pas aller sur LinkedIn. C'est pas pour moi, ces trucs, moi, de me montrer, de faire le guignol sur ces réseaux-là, c'est pas pour moi. Alors qu'ils comprennent pas que, je crois que toutes les 2 secondes, il y a 7 emplois créés sur LinkedIn. Les données que j'ai lues il y a pas longtemps de ça. Donc, c'est un réseau hyper puissant qui marche vachement bien et qui est gratuit. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais je prends LinkedIn Premium. Premium, ça ne sert à rien. En tout cas, quand tu es chercheur d'emploi. Si au contraire, tu es recruteur ou tu veux vraiment faire du business sur LinkedIn, à ce moment-là, ça peut devenir utile. Mais en tout cas, développer son réseau LinkedIn, sortir la tête et puis être présent, être visible. Donc, partager du contenu. Mais ça, on pourra en parler évidemment plus tard. Mais partager du contenu, se positionner comme quelqu'un avec de l'expérience, pas tout de suite dire je cherche un emploi, etc. Moi, c'est pas si open to work, etc. Je déconseille parce que en général, la plupart des recruteurs m'ont dit mais ça, pour moi, on veut pas toucher. C'est un peu, j'ai l'impression que ça donne un sentiment de je suis désespéré, j'ai mis ma pastille, s'il vous plaît, engagez-moi, je suis super. Et donc, il n'y a pas besoin de ça. Il faut simplement communiquer, partager des expériences et faire des retours et donner énormément. Donnez, si vous avez acquis des compétences durant votre carrière, donnez. Si on veut recevoir, il faut donner. Ça marche comme ça. Est-ce que tu vois, parce que moi j'ai l'impression, mais de nouveau c'est juste moi comme ça, rien de scientifique,
Il y a beaucoup de gens, peut-être d'un certain âge, mais même chez les plus jeunes, hein, qui sont un peu réfractaires. Ah non, mais non, ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pas pour moi. Ça, Il y a cette partie qui est encore, je pense, une grande partie en Suisse. Si on parle de la Suisse principalement, je crois qu'il y a encore cette grande partie-là. Mais on voit de plus en plus de gens, alors moi, c'est pas beaucoup, hein, mais j'ai 1 ou 2 personnes qui m'ont contacté en disant et qui sont en emploi, hein, mais qui disent je veux commencer justement à utiliser la plateforme, à faire du contenu, etc. parce que je sais que un jour, je serai peut-être plus dans cette boîte. Un jour, je vais me faire virer ou je vais partir ou j'en aurai marre, peu importe la raison. Donc, je veux commencer aujourd'hui pour que dans 5 ans, ça commence à payer. Parce que c'est pas parce qu'on écrit 3 trucs sur LinkedIn que les gens vont se ruer en disant « Ah, je veux t'engager, t'es incroyable. » Ça serait que ça. ce soit clair. C'est clair. Et les gens commencent à le prendre en amont, en fait. Ce qui est très intéressant. J'en vois alors, il y a 2 personnes en 5 ans qui m'ont écrit, donc c'est pas beaucoup. Mais c'était drôle de voir ça, en fait. Est-ce que toi, tu le vois aussi? Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui voient ça comme un truc qu'ils doivent faire en amont et pas au moment où ils ont plus de job? Ou est-ce que c'est vraiment la plupart des gens, c'est genre... c'est entre guillemets pas trop tard, mais c'est au moment où il faut, quoi, entre guillemets. Non, je te rejoins un peu sur ton analyse. Effectivement, nous, on a accompagné 2 personnes récemment qui étaient en emploi et qui voulaient anticiper, justement. Qui en avaient soit ils en avaient marre de leur job ou de la nature du travail qu'ils faisaient, soit parce qu'ils savaient qu'ils avaient déjà été avertis que dans 1 an, 18 mois, il y allait avoir des restructurations et qu'il y avait peut-être des chances ou des risques que leur poste soit supprimé. Donc, ça fait même pas 2% des personnes qui anticipent. Et moi, c'est un autre conseil que je peux donner, c'est anticiper ça. C'est pas parce qu'on prépare un CV, de toute façon, qu'on va s'attirer le mauvais œil et puis que ça va, mince, maintenant ça a déclenché quelque chose. Et encore, ça peut toujours être, on ne sait jamais, pour le meilleur. Mais effectivement, de travailler constamment, et ça, je pense que l'analyse que moi j'en fais de tout ce que j'ai observé, c'est qu'il n'y a pas assez de proactivité. Il y a trop d'attentisme en disant de toute façon dans mon travail, dans mon quotidien, j'ai pas le temps, je verrai ça plus tard, etc. Alors que de travailler sur un bon template de CV, tu peux le faire évoluer extrêmement facilement, extrêmement rapidement, et ça prend pas tant de temps que ça. C'est un peu comme la gestion de ses impôts, hein. Si on classe tout au long de l'année les factures, les machins au bon endroit, quand on arrive à la déclaration d'impôt, c'est vite fait théoriquement. Puis si c'est une priorité aussi, je pense que voilà, là on parle du CV, mais il y a le contenu, on parlait de création de contenu, que ce Bien soit sûr. LinkedIn, c'est entre guillemets le plus facile aujourd'hui et le plus accessible, mais voilà, de créer du contenu, d'offrir de la valeur en disant voilà, moi je suis expert comptable, j'en sais rien, je vais partager des astuces, des choses que j'ai apprises au fil du temps, etc. Donner de la valeur sans rien attendre entre guillemets en retour. Non, je dis j'offre de la valeur, il y a des gens qui vont être intéressés parce qu'il y a des gens qui sont intéressés là-dedans, ça peut les aider, peu importe la raison. Je vais partager ça, parce que le jour où j'en aurai besoin, où je chercherai un job, je me serai déjà placé d'une certaine manière. C'est exactement ça, tu as tout à fait raison. J'ai lu quelque part, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il fallait 7 heures pour que 2 humains se fassent confiance. Donc, ils doivent se connaître. 7 heures d'interaction cumulées. Ce n'est pas 7 heures de suite, hein, mais c'est 7 heures. Et en fait, j'ai réfléchi à ça et par rapport à LinkedIn, je me suis dit, mais c'est un excellent moyen de raccourcir cette durée de 7 heures parce que tu commences à partager du contenu. C'est exactement ce qu'on discutait. Ouais. C'est exactement ce qu'on discutait. Tu passes du temps, les gens commencent à te connaître sans te connaître personnellement, mais ils ont l'impression de te connaître. Oui. Si vous suivez 2-3 gros profils LinkedIn comme Jasmine Alish, par exemple, ou Chris Do, qui sont, moi, des gens que j'adore et qui sont incroyables en termes de contenu. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils font, parce qu'il y en a certains, ils vont publier presque 3 fois par jour des trucs. Mais c'est toujours super utile. C'est ça, en fait, le nerf de la guerre, c'est que il y en a plein qui vont se dire, mais je ne vais pas partager ça, parce que c'est une évidence. Mais c'est une évidence pour toi, mais pour les autres, pas forcément. Et du coup, chacun a son prisme, parce que chacun a son vécu, chacun a ses valeurs, et tu vas le ressortir d'une façon qui est différente et qui va forcément entrer en résonance avec une partie de ton lectorat qui va tomber une fois sur ton contenu. Puis si tu es régulier, une deuxième fois, ah ouais, mais j'aime bien, j'ai vu ce mec une fois, puis 2, puis après je vais m'abonner, puis après je vais commencer à interagir. Et puis c'est comme ça que ça marche en fait. Que ce soit sur LinkedIn ou que ce soit dans la vraie vie. Mais ces 7 heures, en fait, tu raccourcis ce temps-là. Tu raccourcis énormément. Ouais. Puis le jour où tu vas avoir besoin d'activer ton réseau, tu es déjà connu.
Donc c'est ça qui est super intéressant. Et les gens ont déjà... Nous, c'est la réflexion qu'on se faisait aussi dernièrement, c'est... Souvent, on a eu les questions, hein, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi tu fais le podcast? Alors, il y a plein de raisons, on en a parlé la dernière fois, parce que nous, on voulait faire ça, parce qu'on trouvait intéressant de s'asseoir avec des gens et discuter avec eux, mais il y avait aussi tout cet aspect, justement, de créer du contenu, donner de la valeur, que ce soit des posts sur LinkedIn ou autre. Et en fait, quand on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on gagne, entre guillemets, on voyait souvent que c'était, en fait, justement, c'est assez dur de le mesurer, mais en fait, tu vois, d'une certaine manière, c'est un peu intuitif, j'ai envie de dire, c'est dur à le mettre en chiffres, mais que la relation, elle est différente dès le début. C'est-à-dire que la personne qui s'assoit en face de toi pour un café, c'est pas complètement inconnu. Surtout, elle, vis-à-vis de toi, parce qu'elle a lu 10 de tes trucs, 30 de tes posts, elle a vu tes vidéos, et elle a l'impression de te connaître. Et la relation, elle est tout de suite différente. Bien sûr. Et elle a déjà plus confiance en toi, parce que tu as démontré une certaine valeur, etc. etc. Et tu gagnes en qualité d'interaction et en rapidité de connexion, j'ai l'impression. Et puis elle te connaît. Même si elle ne te connaît pas vraiment, mais elle a en tout cas l'impression de connaître ce que vous, au travers par exemple de votre podcast, vous laissez transparaître, parce que vous avez votre style, vous avez votre langage, vous avez un narratif qui est le vôtre et qui fait ressortir certaines notions de valeur que vous avez par rapport à ça. Et je pense que c'est la valeur ajoutée justement de votre podcast, c'est que vous avez votre prisme à vous par rapport à l'entrepreneuriat notamment, et puis évidemment, pour vous, c'est hyper instructif par rapport à vos métiers à vous. Et du coup, vous, en faisant ça, donc vous donnez de l'audience à des gens, vous leur donnez la parole de pouvoir s'exprimer. Donc eux-mêmes vont se faire repérer, etc. Puis vous aussi, parce que vous avez amené des gens à pouvoir être pendant 15-20 minutes sous les feux des projos et puis de les faire apparaître comme quelqu'un qui a quelque chose à dire, qui est intéressant. Et donc là, vous aidez les gens. Et en aidant les gens, après, le retour, c'est que on a envie de vous aider aussi. Et puis vous devenez en fait une autorité. Et je pense que dans pas si longtemps que ça, on va venir voir La Savane ou Simba pour d'autres raisons plus que pour j'aimerais bien être sur ton podcast. Ça sera j'aime bien votre approche, j'ai envie de travailler avec vous. Et c'est le but finalement. Ouais, c'est exactement comme tu le disais, l'avantage d'avoir LinkedIn comme plateforme qui aujourd'hui permet de faire ça, de créer une sorte de profil digital qui permet à un recruteur ou à n'importe qui finalement de savoir qui t'es. Parce que si on regarde le recrutement classique, c'est quoi? C'est un CV, une lettre de motivation. Les lettres de motivation aujourd'hui, personne ne les lit de toute façon parce qu'elles sont générées par l'AI, donc tout le monde s'en fout. Et ton CV, il dit pas grand-chose sur toi au final. Il dit il dit une partie de l'histoire. Il dit les boîtes dans lesquelles tu as bossé, il dit combien de temps tu as bossé là-bas. C'est à peu près tout. Tu as 3 lignes pour te décrire. C'est que dalle sur une vie. Enfin, surtout quand... C'est extrêmement limitant, oui, bien sûr. Et donc, tu n'as pas cette place-là, alors qu'avec LinkedIn, je pense que tu as vraiment cette plateforme qui te permet de t'exprimer. Et je pense qu'aussi, un truc dont les gens ont peur souvent, c'est de dire, mais en fait, je vais parler de choses. Il y a le côté, j'ai peur de jouer un rôle. Il y a le côté, je vais parler de choses et tout le monde s'en fout. J'aurais pas de vues, j'aurais pas de likes. Donc, il y a le côté un peu anxiogène de ça. Et comme tu disais, je pense que pour le cas des gens qui viennent de perdre leur job via une restructuration ou autre, ils se sentent plus, ils se sentent délaissés, ils ont perdu leur place, leur rôle quelque part. Et je pense qu'ils ont du coup du mal à exprimer peut-être qui ils sont, ce qu'ils veulent sur la plateforme. Donc c'est un peu ça les challenges, quoi. Exactement. À un certain moment, oui. Nous, on essaie de les accompagner pour la partie transition de carrière, pour essayer de raccourcir ce temps au maximum. Ouais. Le temps où tu te dis, moi, j'ai plus rien à dire, on m'a jeté, je vaux plus rien, etc. Donc, il y a un moment introspectif à faire aussi. Moi, j'ai remarqué qu'aussi, l'accompagnement doit se faire au moment où la personne a passé cette phase-là. C'est la courbe du déni, où tu passes du choc à la colère, au déni, à la résignation. Puis après, tu remontes. Ouais, et quand tu remontes, exactement. Ouais. Et chez certaines personnes, ça va durer peut-être 10 jours, d'autres 2 mois, d'autres plus longtemps, 6 mois peut-être, ou même 1 an. Mais l'essentiel, c'est de rester curieux toujours et de rester actif, même actif, passif, sur les plateformes, ou en tout cas pour récolter de l'information, puis se redonner le moral de voir déjà, qu'on n'est pas seul, et que ça arrive à plein de gens, et que c'est pas parce que tout d'un coup, à 50 ou 55, je ne parle pas des 57, 58 ans, où là, ça commence à devenir plus technique. Ce n'est pas impossible, mais là, il faut se poser un autre type de questions sur notamment la revalorisation de certaines compétences.
Mais je pense qu'à ce moment-là, il y a, et tu parlais du CV, le CV, effectivement, de se résumer 25 ans de carrière en 2 pages, c'est un travail qui est extrêmement complexe. Alors nous, on a des astuces par rapport à ça. On a différentes méthodes qu'on applique où, au lieu de faire une sorte de liste de courses de ton expérience professionnelle ou chez tel employeur, de telle date à telle date, en tant que ceci, cela, j'ai fait ça. C'est pas intéressant. En fait, la stratégie, c'est d'aider le recruteur à te choisir toi. C'est pas simplement de dire j'ai fait ça et voilà, comme tous les autres qui vont postuler pour le même poste pour lequel toi tu postules, ils ont tous la légitimité de le faire, ils ont tous la même expérience, etc. Qu'est-ce qui fait que le recruteur, il va être intéressé à ton CV plutôt que le CV de quelqu'un d'autre et qui prenne son téléphone, qui t'appelle et qui dise OK, on prend rendez-vous, on va se parler. Alors maintenant, les choses changent parce qu'il y a encore une autre étape intermédiaire, c'est que maintenant, il y a des sélections aussi vidéo. C'est-à-dire que tu as été sélectionné et tu vas devoir répondre à un questionnaire vidéo. Tu as 2 minutes pour répondre à une question. Puis une fois que tu appuies sur Go, je lance l'entretien vidéo. Tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux plus arrêter. Donc, c'est hyper anxiogène pour ces personnes-là. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait ici. On essaie de les entraîner un petit peu parce qu'on a donc, vous avez vu le plateau, donc nous on les filme et puis on les entraîne à ça pour qu'ils recommencent, etc. Puis dans les conditions où justement tu as la lumière en pleine figure, on leur dit t'es en direct, etc. pour mettre la pression maximum pour que des fois tu mets juste la caméra, t'allumes juste, t'as même pas besoin d'allumer, c'est déjà stressant. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est fou de voir que les gens, au bout d'un moment, quand ils commencent à oublier en fait que tu es en direct, là tout d'un coup il y a quelque chose qui se passe. Et c'est absolument formidable. Mais donc pour en revenir à comment faire en sorte que le recruteur te choisisse toi, c'est en racontant une histoire. Donc, au lieu de dire, par exemple, une description Wikipédia de ton métier pour telle entreprise, le truc hyper lambda que tout le monde fait, c'est commence à raconter une histoire où tu mets dans un contexte ce que tu as fait vraiment. Donc, chaque description que tu vas mettre pour chaque poste que tu as fait, tu vas raconter une petite histoire. Nous, on appelle ça les histoires stars. D'ailleurs, c'est une technique qui est normalement utilisée pour préparer un entretien. Mais moi, je me suis dit qu'il peut le plus, peut le moins. Si déjà, tu commences à partager ce que tu as fait dans ton CV, en t'adressant uniquement, en partageant uniquement des choses qui sont pertinentes pour le lecteur de ton CV, parce qu'il y a des gens qui ont énormément de peine à se dire « je vais mettre ça de côté » par rapport à une autre information, parce que peut-être que je vais rater une opportunité. Alors que le recruteur, lui, je vais me faire engueuler, alors que le recruteur, lui, il recherche un truc bien précis. Et si tu ne lui donnes pas l'information qu'il recherche, next. Et là, pour autant, décidément, pour autant que tu aies été sélectionné. Et pour être sélectionné, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui utilisent des ATS, Applicant Tracking System. Et les ATS, donc, c'est des sortes de logiciels qui vont scanner ton CV, qui vont rechercher les mots-clés par rapport à la description du poste. S'ils ne trouvent pas les mots-clés, le recruteur ne le voit même pas. Ouais. Il ne le voit même pas. Et en plus de ça, maintenant, puisqu'on parle de l'IA et de tous ces outils qui nous aident à être créatifs plus rapidement, je parle notamment de Canva, par exemple, qui est un logiciel que j'utilise moi-même, que je trouve formidable. Mais c'est pas à mettre entre toutes les mains dans le sens où on se dit « Ah, j'ai trouvé sur Canva un template de CV hyper cool, hyper design, génial, je l'ai, je mets mon CV dedans, il me le fait, super nickel. » Sauf que invisible pour les ATS. Parce que les ATS n'arrivent pas à extraire le texte parce qu'il est formaté d'une façon qui ne permet pas le scan. Donc du coup, tu commences pas, tu rentres même pas. C'est comme si tu vas à Las Vegas et que tu veux gagner à la machine à sous, mais tu n'arrives même pas à mettre la pièce. Donc du coup, tu rentres pas en fait dans la course. Et ça, il y a énormément de gens qui le réalisent pas. C'est dingue. Et pourtant, c'est simplissime de comment comprendre. J'ai partagé 2-3 trucs là-dessus sur LinkedIn, mais je vais continuer à le faire. Et malheureusement, quand on s'inscrit au chômage et puis qu'on reçoit tout un protocole de il faut faire 10 postulations par mois, etc., tu dois faire ceci, cela, le reste, et on ne dit pas assure-toi que ton CV soit compatible ATS. On ne donne pas les règles du jeu, en fait, complètes en tout cas. Et c'est ce que nous, on a fait énormément. Donc, notamment, on a travaillé avec Level Plus pendant 3 ans pour moi, puis avec Marie-Camille, 1 an et demi, où on avait vraiment la chance de pouvoir accompagner des talents en étant comme vous deux, et puis moi, le talent,
Et on discutait. Donc, c'était la première mesure de retour à l'emploi, à ma connaissance, qui offrait en fait des séances personnalisées avec 2 personnes. Donc, nous, Marie-Camille et moi. Et là, on a vraiment pu faire du travail, travailler avec eux leur CV, travailler avec eux leur narratif, travailler avec eux leur LinkedIn. Parce que LinkedIn aussi, il y a un protocole qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas. D'ailleurs, LinkedIn, c'est un ATS géant. Si tu tapes un mot-clé et puis dans la barre de recherche en haut à gauche de LinkedIn, c'est un magnifique moyen de savoir si tu vas sortir dans les résultats ou pas. Tu vas taper créateur de contenu sur LinkedIn, tu verras si tu te sors en première page ou pas. Il y a des raisons purement algorithmiques de savoir si tu vas sortir en première page ou pas. C'est pas de la magie. C'est comme le SEO, hein, bon, ça c'est votre domaine, mais c'est pas de la magie. Si tu sais exactement comment l'algorithme fonctionne, on peut quasiment te garantir que tu sortiras en première page. C'est un terme que même moi j'ai encore de la peine à utiliser, mais qui est la réalité quand on parle justement de créer du contenu sur LinkedIn, de se mettre en avant d'une certaine manière, de mettre ses compétences en avant, pardon, plutôt que de se mettre soi en avant, mais de mettre ses compétences en avant. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le personal branding, comment on dit en français, marque personnelle. C'est un mot, les gens ont tout de suite peur parce qu'on a l'impression qu'on va prendre des photos de son chat et puis qu'on va se mettre en avant, etc. C'est pas forcément le cas. On parle justement de partager des compétences, partager des choses, etc. C'est quelque chose qui est un peu de... J'allais dire qu'il y a un peu de retard en Suisse, j'ai l'impression. On a souvent un petit... On arrive doucement dans les choses en Suisse. En Suisse romande surtout. Suisse romande, on regarde comment ça se passe, puis ensuite on... Et une partie de ce personal branding est beaucoup axé ou de plus en plus axé, et ça c'est mon avis, hein, c'est pas du tout statistique, sur la vidéo. Ça devient de plus en plus important. En plus, avec l'intelligence artificielle, où ça devient de plus en plus facile de créer du contenu, c'est plus accessible. Du coup, tout le monde peut écrire. Mais la vidéo, on est encore dans ce stade, un peu entre les deux. Crois-moi, on le sait très bien. Justement, alors, que le début. Petit retour en arrière. Justement, en 2023, vous lancez Omega Studio, qui est le studio dans lequel on est aujourd'hui. Ouais. Pour justement, on va faire très large, hein, pour la création de contenu pour les entreprises, où les gens peuvent venir créer leur contenu, que ce soit comme nous on fait notre podcast, que ce soit une société qui veut venir faire une émission, etc., etc. Moi, ce que j'ai envie de comprendre, parce que je pense qu'il y a plein de choses similaires à nous, notre réflexion, c'est quand vous avez décidé de faire ce studio-là, c'était quoi la réflexion derrière ? C'était la vidéo devient de plus en plus importante, il faut qu'on mette à disposition un endroit où les gens peuvent le faire. C'était quoi un peu la genèse du projet au tout début ? C'est un petit peu ce que tu dis en fait. Le concept qu'on essaie de développer à Genève, finalement, nous, on n'a rien inventé de particulier. C'est par exemple, à Paris, tu as déjà, il y a une dizaine d'années de ça déjà, il y avait des studios privés qui accueillaient des entreprises qui voulaient faire de la communication interne ou externe. Surtout la communication interne. Et dans tout domaine qu'on puisse imaginer, et notamment, nous, un peu notre modèle, c'était une entreprise qui a créé un studio suite à des besoins du monde du pharma. Parce que le pharma, ils n'ont pas le droit de faire de pub. Donc, du coup, ils ont besoin de communiquer. Ils ont beaucoup de budget de communication qu'ils ne peuvent pas allouer à de la pub pure. Donc, ils vont venir faire des émissions qui sponsorisent des émissions informatives, des tables rondes où ils vont avoir des médecins, des chimistes, que sais-je. Puis, ils vont parler d'une molécule, tout simplement en parlant boutique entre ces experts-là, sans faire de pub, sans dire acheter mes produits, machin. Non, pas du tout, parce que déjà, c'est interdit. Mais ils ont créé, au sein d'une communauté uniquement de professionnels, notamment les médecins, une plateforme qui permet une sorte de Netflix hyper spécialisé dans le domaine de la santé et de la recherche, où ils créent du contenu toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Pas la même boîte, mais plusieurs fois par semaine, ils reçoivent des entreprises qui ont besoin de partager du contenu, qui vont faire de la formation. Donc, ce qu'ils partagent comme contenu a valeur, en fait, comment tu dis, quand ça, c'est tu sais, les médecins ont besoin de suivre des formations et d'être à jour sur certains protocoles. Et c'est Congrès, non, je sais plus, ouais. C'est des choses, c'est des formations validantes pour leur cursus et pour leur connaissance dans leur pratique, etc. Donc, du coup, ils ont créé, en fait, ce besoin-là.
Donc, c'est l'occasion faisant le larron. C'est ce programme sur la dernière découverte de cette molécule pour le traitement de telle ou telle maladie. Moi, je fais partie, j'ai suivi l'émission. Je montre que je l'ai suivi, je réponds à un quiz et c'est bon, je suis validé pour la prochaine année en tant que médecin. Et ça, c'est une plateforme, justement, qui a été créée comme ça. Et puis, de fil en aiguille, ils ont ouvert leur plateau à d'autres entreprises. Et je te parle des FMCG, je te parle des entreprises de luxe, n'importe quoi, qui veulent communiquer, justement, leurs valeurs à leur entreprise. Par exemple, de créer du contenu pour de l'onboarding, où tu as le mot du président qui dit bah, « Bienvenue dans notre entreprise, nous, chez nous, nous croyons dans ces valeurs-là, etc., etc., etc. » Et puis donc, toute façon, tout format, tout, je dirais, contenu qui va aider à faire comprendre pourquoi on est différent, en quoi on croit, quelles sont nos valeurs, parce qu'on ne va pas les deviner. Puis il y a aussi énormément de greenwashing, comme vous le savez aujourd'hui, et je pense que la création d'émissions en live, par exemple, comme ces studios à Paris le faisaient beaucoup, nous aussi, on est prêt à faire, on est équipé pour faire des émissions en live, avec des questions-réponses. Donc, tu as des Q&A où les gens vont poser des questions en direct aux participants. Donc, du coup, là aussi, tu as une partie interactivité ou en duplex, etc. Où tu vas avoir, effectivement, dans ce monde du fake news et puis du deepfake, quand tu poses une question en direct, alors je sais que c'est en train de changer très rapidement maintenant. La technologie, notamment l'IA, évolue super vite par rapport à ces deepfakes, donc il faut être vigilant. Mais encore, on a encore, je pense, quelques mois devant nous. J'ai envie de dire quelques années, mais d'ici la fin de la semaine, ce sera réglé. D'ici la fin de la semaine. Mais en tout cas, c'est une mesure d'authenticité où on peut, et Dieu sait qu'on le voit aujourd'hui avec ce qui s'est passé aux États-Unis avec Elon, etc., sur la réputation. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que moi, je réalise de plus en plus, c'est qu'on est rentré dans une économie de la réputation. Et un studio télévision va pouvoir aider énormément à pouvoir créer du contenu et de l'interactivité en direct, qui pour nous est, je dirais, la forme la plus angoissante pour ceux qui participent à une émission en direct. Quand bien même, je pense qu'il y a toutes les personnes qu'on a eues en direct, ou Edouard, dans sa carrière, qui a filmé des gens en direct, après, ils sont euphoriques et ils veulent revenir. C'était absolument génial. J'ai trouvé ça extraordinaire. Ouais, c'est souvent le début qui est un peu compliqué d'activer un peu le truc, puis après, à la fin, les gens sont contents. On a un peu la même chose. Donc voilà, on a créé ce studio basé sur ce modèle parisien. Alors, on voit que ça prend plus de temps à Genève. Je pense que je connais le nom du responsable pour lequel ça prend plus de temps. Il s'appelle Jean, de prénom, et Calvin, nom de famille. Qui a opéré, un Français d'ailleurs, hein, c'est ça qui est un petit peu ironique, qui a... C'était quoi, 1560 dans ces eaux-là? Et aujourd'hui, on est en 2025 et il a encore beaucoup influencé, beaucoup d'impact, effectivement. Mais c'est en train de changer gentiment, notamment grâce à LinkedIn. Et puis aussi, on a un rapport de Forbes qui dit qu'aujourd'hui, 95% d'un contenu vidéo est retenu contre 10% dans un contenu écrit. Donc, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, la vidéo, on le voit sur LinkedIn. Maintenant, ça apparaît partout. On ne va pas parler de TikTok, on ne va pas parler d'Instagram, où c'est devenu un moyen de consommer de l'information et puis de partager des choses qu'on a à dire. Et justement, tu parlais tout à l'heure, Alex, de dire que quand on parle de personal branding, il ne faut pas parler de soi personnellement, mais de ses compétences. Non, je pense qu'il faut aussi parler de soi. C'est ce qui fait la différence. Finalement, quand on réfléchit, on a l'entreprise A et l'entreprise B qui font exactement la même chose. Qu'est-ce qui fait que toi, client potentiel, tu vas être plutôt intéressé par la A ou par la B? Ce n'est pas uniquement une question de prix. C'est une question de est-ce qu'ils sont adressés à moi personnellement? Est-ce que je me suis ressenti, moi, candidat à l'achat d'un produit de l'entreprise A ou B? Est-ce que j'ai senti qu'il répondait à un besoin que moi j'ai? Et c'est une question de valeur, en fait. Et là, tu rentres en résonance avec des valeurs qui peuvent être éthiques, qui peuvent être aujourd'hui ESG, que sais-je, peu importe. Il y en a une ribambelle de valeurs, évidemment. Mais pour autant qu'elles rentrent en résonance avec ton audience, c'est bon, c'est fait.
Et regarde, moi je remercie Elon Musk aujourd'hui pour avoir fait ce qu'il a fait, parce que c'est le meilleur exemple de la puissance du personal branding. Parce que Tesla en soi, c'est une marque automobile qui a réussi à rendre les voitures électriques sexy, qui ont fait des choses absolument géniales en termes de technologie, etc. Donc il n'y a pas de problème avec Tesla en soi. Pourquoi tout d'un coup, depuis un mois, leurs actions ont fait moins 50% de ventes en Europe? Pourquoi? Parce que tu as un guignol qui a fait le malin à la télévision, qui a fait des signes critiquables, etc. Et puis tout d'un coup, les gens ils se disent « Non mais attends, moi je ne veux pas être associé parce que lui, c'est Tesla. » Donc on associe Tesla à Elon Musk, alors qu'en plus, c'est même pas lui qui a fondé Tesla. Mais bon, ça c'est encore un autre discours qui sera pour une autre émission. Mais du coup, c'est là où moi je me dis « Mais c'est incroyable de voir justement cette économie de la réputation et à quel point si tu... fais quelque chose d'inconsidéré par rapport à ta marque, où tu laisses transparaître des valeurs qui forcément ne sont pas associées à la marque, ça s'écroule. Et on a la preuve. Là, c'est pas un truc où on se dit quelles sont les métriques qu'on peut avoir. Vous ouvrez n'importe quel journal, vous regardez simplement les cours boursiers de Tesla et vous avez la réponse. Ouais, mais ça va. Ce qui est le côté positif, je veux dire, c'est que ça va dans les deux sens. C'est que ça, c'est le côté négatif, mais il y a le côté positif. Et j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup. Je lisais il y avait quelqu'un qui l'avait écrit comme ça et j'avais trouvé assez cool. C'était EC égale MC. C'était Every company will be a media company. C'est genre, toutes les boîtes qui vont réussir à l'avenir seront des boîtes qui sont un média. C'est ça. Et un média, ça passe par le contenu, etc. Et si tu regardes la plupart des boîtes, Red Bull en était le précurseur de ça. Ils sont devenus un média. Ils vendent pas des boissons énergisantes, ils vendent tout le truc qu'il y a autour, tu vois ce que je veux dire. Et c'était les premiers à faire des films autour du snowboard, etc. Et c'était une boîte média, en fait. Et c'est ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, en Suisse encore plus, c'est l'importance de se créer justement, que chaque boîte a la place de se créer son média. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir des millions de gens qui te regardent, ça va peut-être des toutes petites audiences, mais c'est égal, tu as ton propre mégaphone, tu peux parler avec des gens qui vont répondre à tes valeurs, parce que toi, tu auras un set de valeurs qui est précis, ils vont aimer ton branding, ils vont aimer la manière dont tu parles, et ils vont s'intéresser à ça. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas encore l'importance de créer ce média. Mais le média, ça peut être ta page LinkedIn, hein, c'est un média. On est complètement d'accord. Je pense que, pardon, ouais, vas-y. Pour rebondir sur ce que tu disais et sur ce que tu viens de dire aussi, je pense que c'est un peu lié à la problématique aussi. C'est que, oui, c'est bien d'être un média, mais en même temps, si tu vois que Elon Musk, quand il fait une connerie, il y a le cours de l'action de son entreprise qui baisse, bah en fait, ça crée la peur de justement t'exposer et de potentiellement dire une bêtise qui fait que ta réputation, elle baisse et donc que tu brises ta carrière. Ouais, mais attends. Donc ça, c'est un peu le côté où moi, justement, j'essaie d'aller un peu à l'encontre de ça et de dire, mais en fait, faut pas avoir cette peur-là. Parce que je pense qu'il faut essayer des choses, il faut lancer des trucs. Et at the end of the day, Elon Musk, il s'en fout. Merci, tu me tends une magnifique perche. Voilà, j'allais te parler d'authenticité et de sincérité. Ouais. Moi, je connais pas évidemment personnellement Elon Musk, mais je pense pas que c'est une personne qui donne l'impression d'être super sincère et authentique. Je pense qu'une des bases fondamentales du personal branding, c'est déjà se connaître, se faire connaître et se faire reconnaître. Ça, c'est les trois axes sur lesquels nous, on travaille en tout cas quand on accompagne des personnes sur leur personal branding. C'est déjà, est-ce que tu te connais bien? Est-ce que tu connais tes valeurs? Puis après, par rapport à ces valeurs, comment tu vas les communiquer? Donc, je me connais, je vais me faire connaître. Comment je vais me faire connaître? Là, on parle justement de créer du contenu, créer ton propre média. Aujourd'hui, je pense d'ailleurs qu'il y a de plus en plus par rapport aux biais que les médias officiels peuvent avoir. Je te parle des chaînes de télévision officielles, la RTS, TF1, LCI, bref, toutes les chaînes, CNN, etc., Fox. Elles ont tout un biais soit politique, soit un biais de il faut contrôler ce qu'on va dire, est-ce que c'est intéressant, pas intéressant, est-ce que c'est du contenu qui est validé, qui est reconnu, qui est filtré par nos censeurs, etc., etc. Et du coup, en fait, on a de plus en plus de mal aujourd'hui à se dire est-ce que la source d'information que je vais recevoir de tel ou tel média, est-ce qu'elle n'est pas influencé par tout ou tel prisme en disant un prisme politique, etc. Bien sûr. Et aujourd'hui, je parlais avec une amie qui est dans le RP,
qui disait que de plus en plus, les entreprises veulent créer leurs propres médias pour pouvoir communiquer les choses qu'elles ont envie de communiquer par rapport à la réalité de leur univers ou de leur secteur. Et non pas passer par une émission de télévision ou un truc comme ça où tu vas avoir des questions de reporters qui vont être influencés, qui vont essayer de vouloir te faire dire des choses qui ne sont pas forcément justes ou qui vont être détournées, etc. Donc aujourd'hui, nous, avec notamment Omega Studio, c'est un peu l'objectif qu'on a, c'est d'aider les entreprises, et pas forcément des grosses entreprises, mais aider les entreprises à créer, en tout cas, ou à contrôler leurs propres médias, d'abord en com interne, c'est-à-dire de comment moi, je vais véhiculer certaines valeurs, parce que de nouveau, si on reparle de pourquoi une entreprise peut attirer certains talents, c'est parce que ces talents-là vont s'identifier dans leurs valeurs. Ils vont comment découvrir ces valeurs-là? Grâce au réseau, grâce à un LinkedIn, grâce à un Insta, grâce au site web propre de l'entreprise où ils vont partager toute une partie accessible du coup pour le grand public où tu vas avoir, ben voilà, nos valeurs c'est ça, une vidéo où tu as le CEO qui parle ou le CEO ou peu importe qui ou des témoignages d'employés qui vont dire, ben moi, voilà mon travail, c'est ça. Et on le voit de plus en plus maintenant et c'est ça qui est chouette. Et nous, on a la capacité de faire ça ici en tout cas, en aidant les gens avec leur narratif pour être le plus authentique possible. Parce que c'est dur d'être authentique, même si on veut l'être, parce qu'on va être perturbé par un éclairage, par le stress, etc. Donc, de la répétition, de l'accompagnement. On a Marie-Camille, qui n'est pas ici aujourd'hui, malheureusement, mais qui aide énormément à la présence scénique et comment ta prise de parole, comment tu vas parler, comment tu vas t'exprimer, ton langage verbal et non verbal. C'est un ensemble, en fait, d'informations que tu dois maîtriser pour justement être authentique. Tu as parlé exactement de là où j'allais, tu as été très fort. Non, justement, j'allais dire, on ne peut pas parler de Omega Studio sans parler de Marie-Camille, qui n'est pas avec nous aujourd'hui malheureusement, mais on parle souvent voilà, du studio, et puis je vais aller faire du contenu, je vais me mettre devant le micro, et puis je vais parler, etc. Alors, il y a peut-être des gens qui sont très doués et qui y arrivent, tant mieux pour eux, mais concrètement, il y a aussi tout un travail et peut-être un apprentissage de comment le faire, parler plus vite, parler plus lentement, plus articulé, enfin voilà, tout ce qui est prise de parole. Alors, il y a prise de parole en public, mais il y a prise de parole, je ne sais pas comment on appelle ça, devant la caméra, qui est encore différente, sur lesquelles vous amenez aussi une valeur et vous amenez une compétence qui est Marie-Camille, qui est chanteuse lyrique de formation, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, qui ensuite a été, comment on va appeler ça, coach vocal, je crois qu'on dit ça comme ça. Donc, elle va amener tout cet aspect-là, qui est aussi extrêmement important parce que c'est pas simplement c'est pas simplement une caméra et un micro. Il y a toute une manière de présenter ce qu'on veut dire, la bonne manière de le faire, etc. Et vous avez un peu le combo parfait entre l'endroit, donc le lieu, le format, mais aussi la manière dont on va le dire, quoi. Et vous avez ces deux aspects-là. Absolument, il y a la partie accompagnement en fait. C'est presque une sorte de média training où effectivement tu vas apprendre à parler correctement, à respirer correctement, parce que beaucoup de gens qui sont stressés vont être stressés parce qu'ils respirent mal. Et bon, de nouveau, moi, je t'ai entendu respirer au moment où il a dit ça. J'avais oublié de respirer depuis un moment. Et puis après, il y a tout l'aspect aussi, et Marie-Camille est évidemment bien mieux placée que moi pour le dire, vu qu'elle a été quand même chanteuse soprane d'opéra pendant 25 ans, où elle a incarné des rôles. Et justement, cette notion d'incarnation et de l'intention, en fait, tu dois réfléchir à ce que tu vas dire. Alors moi, je suis sûr que quand elle va voir cette interview, elle va me dire « Cyril, t'as pas pensé à ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. » Bref, je vais me faire gronder, certainement. Mais en y pensant maintenant, effectivement, quand tu réfléchis à ce que tu veux vraiment dire, quelle intention tu mets derrière. Et c'est un peu, on dit toujours, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant d'ouvrir et de parler. Et c'est vraiment ça, en fait. Plus tu réfléchis et plus tu visualises presque même ce que tu veux faire passer comme message, tu es beaucoup plus convaincant, tu es beaucoup plus percutant. Et c'est un travail qui se combine entre le verbal, le non-verbal. Donc, comment tu bouges, comment tu t'assieds, comment tu vas croiser tes jambes, pas croiser tes jambes, qui tu vas regarder quand tu parles, etc. Et Marie-Camille, donc, apporte cette expertise qui rassure, en fait, énormément ceux qui vont venir sur le plateau et qui se disent « Moi, j'aime pas ma voix. » Alors, tout le monde, en général, n'aime pas sa voix, sauf ceux qui ont l'habitude de l'entendre. Je te connais. Non, mais ceux qui ont l'habitude parce que tu n'entends pas la même voix de l'intérieur de toi. On n'a pas les mêmes résonateurs, en fait. On a des résonateurs que nous, on entend de l'intérieur,
mais que quand on entend un enregistrement de notre voix, souvent, en tout cas moi c'est mon cas, je me trouve super nasillard. Donc il faut que je travaille pour essayer de baisser un petit peu ma voix, de baisser mon larynx, etc. Mais de nouveau, oui, Marie-Camille apporte cette expertise-là de pouvoir vraiment aider les gens, parce que qui peut le plus peut le moins. Quand tu fais 25 ans d'opéra, je pense que la voix tu maîtrises. Et maintenant, elle se penche sur la voix parlée et elle accompagne notamment celles et ceux qui en ont besoin sur leur vocal branding, parce qu'il y a une marque de la voix aussi. Et ça se travaille. Ah, il y a ce mec australien, tu m'as envoyé un truc d'ailleurs, il est passé sur un podcast qu'on aime bien, je sais pas si tu suis, je sais plus, c'est un ancien magicien, enfin c'est un magicien, maintenant il a des millions de personnes sur les réseaux, je sais plus son nom, il est asiatique, mais il est australien je crois, oui, ou néo-zélandais. Il vient d'Australie du Sud, absolument. Et il est génial parce qu'il, justement, alors déjà tu l'entends parler, sa voix... Je trouve un fit pas vraiment avec, mais c'est vachement charismatique en fait. Okay. Et il a toute une chaîne YouTube et des réseaux sur justement la prise de parole en public, etc. Et c'est ultra intéressant parce qu'il donne des petits tips, il donne des choses, mais il parle d'une manière où c'est vrai que c'est assez, je sais pas comment l'expliquer, hein, mais t'as envie d'écouter en fait. Et il a une voix assez grave. Alors, et je pense que d'ailleurs c'est pas forcément ça. Je pense que c'est sa voix aussi qui prend et c'est assez intéressant. Oui, il y a des voix radiophoniques en fait qui ont énormément de présence et presque de consistance. Tu peux presque la découper au couteau la voix, tu vois, tellement elle est là, elle est chaleureuse. Mais ça se travaille aussi. Bien sûr que ça se travaille. Je pourrais prendre rendez-vous chez Marie-Camille. suite à sur une de nos vidéos, j'ai reçu un commentaire qui disait que j'avais meilleur temps d'aller voir un orthophoniste. Donc peut-être que je prendrai rendez-vous avec... un orthophoniste. Oui. Ouais. Je prendrai rendez-vous avec Marie-Camille pour qu'elle me drille un peu sur ma qualité de prise de parole. Je suis sûr qu'elle a certainement 2-3 astuces à partager. Elle va me donner... effectivement. Petite leçon aussi apprise de ça, c'est que je pense de manière générale sur les réseaux, faut pas trop écouter ce que les gens disent, quoi. Parce que nous, avec Alex et même avec l'équipe, parce qu'on a beaucoup rigolé là-dessus, parce que moi, je me suis amusé du coup à me foutre de sa gueule, j'ai trouvé ça super. Mais on le fait sur le ton de la rigolade. Et c'est vrai que je pense que de manière générale, sur les réseaux et tout, il ne faut pas prendre trop sérieusement ce que les gens disent parce que c'est facile de critiquer. Bien sûr. Mais cette phrase, tu sais, c'était cette phrase, je ne sais plus qui s'est raconté ça, j'ai dû la voir 200 fois, mais c'était... Alors, après, la réalité, c'est que quand tu reçois un commentaire, ça fait toujours, même si tu le prends à la rigolade, c'est jamais très agréable. Hein. Les gens qui disent « moi, je m'en fous totalement », c'est pas vrai, c'est jamais très agréable. T'es pas en train de dire « c'est génial ». Tu dis ah, « ok, c'est un bon feedback ». Là, c'est vrai que pour le coup, j'ai eu un peu de peine à faire ma phrase, mais je le prends pas mal. Je suis pas spécialement angoissé ou gêné par rapport à ma prise de parole en public, donc ça m'a pas touché trop. Mais ça pourrait être le cas où tu le vis mal et tout. Mais il y a cette phrase qui disait, en fait, t'auras jamais quelqu'un qui prend la parole en public qui va vraiment critiquer quelqu'un qui prend la parole en public. Il va plutôt lui donner un conseil. Bien sûr. Donc, quand tu as quelqu'un qui te critique vraiment, c'est que généralement, c'est rarement quelqu'un qui l'a fait, le fait, etc. parce qu'il sait à quel point c'est difficile. Donc, tu le prends comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Et il y a beaucoup de gens qui stressent de ça. Parce que c'est une des peurs, une des peurs les plus... Il y a la prise de parole en public et en dessous, il y a mourir, quoi. Ouais. Concrètement, les gens, ils ont... Absolument. Pourquoi ? Parce qu'on sait que c'est en fait la peur d'être exclu du groupe. Parce que tu vas dire une connerie, et tu vas te sortir. Et en fait, le fait de sortir du groupe fait qu'en fait, tu vas mourir. Parce que dans notre cerveau, c'est si tu fais plus partie du village, tu vas vivre dehors, puis tu peux pas te nourrir, puis tu vas mourir. Et c'est ça. Et en gros, les gens ont tellement peur de foirer, de dire un truc, de se planter, c'est un stress monstrueux pour énormément de gens. Absolument. Que de faire cet exercice-là. Même quand c'est juste filmé, il n'y a personne, il n'y a pas de public, c'est enregistré. Tu mets une caméra avec un petit bouton rouge et les gens perdent leur... Non, mais c'est assez impressionnant à quel point ça a un impact sur les gens, quoi. Et de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre, voilà, avec un coach, avec des gens qui sont bons là-dedans. Déjà la respiration. Ça peut tout changer. Si Marie-Camille était là, elle dirait il faut surfer sur l'air, etc. Et, bref, il y a plein de techniques. C'est ça, mais ça s'apprend. Il y a plein de techniques qui s'apprennent. Si tu ne sais pas, ben tu sais pas. C'est pas parce qu'on n'est pas à l'aise dedans qu'on ne peut pas le devenir aussi. C'est aussi ça. C'est que plein de gens, je le ferai jamais. Non, fais-le avec des professionnels qui vont pouvoir te guider. Mais tout s'apprend. Moi, ça me fait penser au dessin. Des gens qui me disaient « Ah ouais, moi, je ne sais pas dessiner ». Des gens qui me disaient « Alors toi, en Pictionary, tu dois exploser tout le monde ». Pas forcément. Pas forcément. Simplement, c'est que les gens, moi, je ne sais pas dessiner. Ça s'apprend le dessin. Ça s'apprend. Moi, je dessine depuis tout petit. Quand j'ai commencé mes cours préparatoires à Art Center, les profs nous disaient « Vous oubliez tout ce que vous avez appris du dessin ». Et on recommence à zéro. Et quand je te dis on recommence à zéro, c'était OK, pour la semaine prochaine, tu me fais 1500 cercles. Puis après, tu me feras des carrés. Puis après, tu me feras des traits.
Sérieux, tu commences comme ça, tu es là genre, c'est ça, cette école de design aussi réputée 1500 Et en cercles. fait, Putain. tu apprends vraiment, tu réapprends les bases les plus fondamentales du dessin pour pouvoir ensuite avoir ce réflexe, parce que c'est un muscle, et la voix d'ailleurs, c'est aussi un muscle. Mhm. C'est un muscle qui se travaille, qui s'entraîne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent à Marie-Camille, mais tu chantes plus maintenant, tu pourrais rechanter de temps en temps, etc. Elle dit, mais imagine un Federer qui joue plus au tennis du tout, au niveau professionnel, il peut pas aller s'inscrire à l'US Open demain et se dire, bah tiens, je vais me faire juste un truc pour me faire plaisir. Non, parce que quand tu t'entraînes plus, c'est fini, tu n'as plus le niveau. C'est comme ça. Tu peux faire des tournois d'exhibition, des trucs sympas où tu te marres. Mais en tout cas, en ce qui concerne la voix, une fois que tu chantes plus tous les jours, au moins 3 ou 4 heures minimum, donc c'est 3 ou 4 heures tous les jours, 7 jours sur 7, tu peux plus le faire. C'est fini, c'est terminé. Tu fais autre chose. Et tu revalorises tes compétences, ce qu'on a fait avec Marie-Camille et moi, mais aussi, on revalorise des trucs et puis on est des recyclés, nous. De toute façon, on se recycle et on fait autre chose. Et puis, surtout, on prend énormément de plaisir à le faire. Et puis, on a des compétences, effectivement, qui sont extrêmement complémentaires par rapport à cette approche personal branding, vocal branding. Et qui dit personal branding, dit aussi corporate branding, évidemment. Donc, tout ce qui est création d'identité visuelle, etc. Donc, moi, je le fais, en fait, depuis 25 ans, quoi. Sur les chaussures, Puis j'ai créé, ça, on pourrait en parler aussi, la fameuse... ce que j'ai beaucoup appris de la marque que j'ai créée, McRae, qui a... Alors là, pour le coup, quand on parle de personal branding, quand tu crées une marque de chaussures au nom d'un pilote de rallye qui est à ce moment-là hyper connu, qui a un jeu vidéo qui vend genre 150 millions d'unités par an, etc., tu peux pas te planter. Ouais. Et il te dit, ok, vas-y Cyril, je te fais confiance, crée-moi une ligne de bottines de pilotage. Et il y a son nom dessus, et puis lui, il est là, il te regarde presque sur l'épaule, puis il dit, pourquoi tu fais cette ligne comme ça là ? Bon, c'était pas exactement comme ça, mais vous comprenez l'idée. C'est-à-dire que l'importance aussi de connaître la personne et de savoir, OK, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi, t'es connu pourquoi, etc. Et comment on va le traduire au travers d'un produit. Et le produit, quel qu'il soit. Là, on parle de chaussures, en l'occurrence. Mais ça peut être une identité de marque, ça peut être un site internet, ça peut être justement un logo. Un logo n'est jamais anodin. C'est pas juste un truc, j'ai fait ça. C'est pour ça que ça me fait marrer quand les gens disent, ouais, mais aujourd'hui, il y a l'IA qui va te faire des logos, etc. Oui, ça va te faire un logo, mais je peux vous citer des exemples, mais à la pelle ou au kilomètre, de logos qui sont générés par l'IA. Et puis tu te dis, OK, maintenant je vais faire donc toute ma charte graphique. Je vais faire l'application du logo sur des vêtements, des casquettes, sur des cartes de visite, sur le site, en motion graphics, en motion design. Est-ce que ça fonctionne, etc. 9 fois sur 10, non, ça ne marche pas. Alors tu as payé rien ou peu, mais ça t'a servi à rien et tu as perdu du temps. Et moi, aujourd'hui, par rapport à l'IA, ce que je trouve super intéressant, nous, on l'utilise beaucoup, on travaille beaucoup avec l'IA. J'imagine vous aussi. Je trouve que c'est un outil extraordinaire, un assistant extraordinaire qui te fait aller beaucoup plus vite, mais qui, pour l'instant, en tout cas, moi, je ne trouve pas, en tout cas, dans ma profession à moi, je ne trouve pas qu'il me remplace encore complètement, dans le sens où je pense que les métiers du futur vont se transformer en super prompteurs. Et je pense qu'il y a des nouvelles formations universitaires qui vont redevenir à la mode. Tout ce qui est littérature, savoir écrire, les lettres. Parce qu'il faut prompter. Et il faut prompter. Donc, je pense que tu auras des licences de prompt professionnelles pour savoir comment tu t'adresses à cette machine, comment tu t'adresses à cette intelligence pour obtenir le résultat que tu veux. Parce que pour l'instant encore, de nouveau, avec un énorme astérisque, pour l'instant, une IA toute seule, elle ne fait rien. Elle doit... Je sais qu'il y a déjà des histoires qui disent que l'IA apprend et a décidé de faire des trucs et de contredire celui qui promptait en disant « Non, moi j'ai décidé de faire ça comme ça », etc. Bref, ça vient. On verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, je ne le vois vraiment pas comme une menace par rapport à mon métier, mais plutôt comme une façon d'aller beaucoup plus vite pour rendre service à ceux qui ont besoin et qui ne savent pas vraiment faire ou utiliser correctement l'IA. On parle de
ouais, il faut de la vidéo, on peut filmer avec un smartphone, etc. Bien sûr qu'on peut filmer avec un smartphone. Mais le smartphone, ce n'est pas le meilleur outil pour obtenir un certain type de qualité d'image que tu as envie d'avoir par rapport à ça. Ça ne gère pas très bien la lumière, par exemple. Le son, on n'en parle pas. Vous savez que le premier facteur de succès d'un support vidéo, c'est le son. Avant C'est ce qui a le l'image. plus d'impact, ouais. C'est le son. Si tu as un bon son, et d'ailleurs, comme on dit, hein, les bons sons font les bons amis. Et voilà, donc ça, c'est vraiment un facteur que les gens ne comprennent pas par rapport au smartphone. Par contre, oui, c'est un super allié pour capter un truc. Si tu veux faire du contenu un peu live, direct, je suis dans un salon, j'ai vu un truc, j'ai filmé ça au smartphone, ça marche super bien. Pour certains supports, par exemple pour Insta, etc. Après, si tu veux faire du corporate vidéo sur ton site, etc. On n'y est pas encore, non? Non. Mais dans ce que tu dis, il y avait un truc qui... Mais je ne sais pas si c'est une histoire vraie d'ailleurs, je n'ai même pas vérifié, je vais vous sortir un truc, si ça se trouve, c'est pas vrai, mais je trouvais l'idée intéressante. On en discutait un peu, c'est aussi de dire... L'idée va aussi prendre de plus en plus de valeur, c'est-à-dire que l'exécution, elle devient de plus en plus simple. Exact. Tu peux dire fais-moi cette image, mais après il faut avoir l'idée de quelle image tu vas créer. Et il y a ce mec qui a gagné un Oscar, t'as vu ou pas? Faudrait que je regarde si c'est vrai d'ailleurs, mais je crois que c'est vrai. Il y a un mec qui a gagné un Oscar pour un film d'animation qu'il a fait sur, ouais, mais sur un outil gratuit. C'est ça qui est ouf. C'est que c'est un outil gratos qui s'appelle je sais plus comment, et le mec il a fait son film d'animation là-dessus. C'est l'histoire d'animaux, etc. J'ai pas encore vu le film. Il a gagné un Oscar pour ça. Et tu te dis, mais c'est quand même génial ça, parce que c'est... T'as pas d'excuse en fait. Est-ce que tu as une idée d'une histoire qui est intéressante? On en revient à l'histoire. Est-ce que tu as une idée d'une histoire intéressante et tout? Ensuite, la mettre en réel, ça devient de plus en plus facile. Et je trouve que c'est ça qui va manquer. Ça va être faire ton CV d'une certaine manière. Ça va pas être difficile en fait. La technique va devenir très simple. Tu peux faire une chanson demain. On en parlait avec Pascal hier de Coca en disant bah, tu peux aujourd'hui tu crées des chansons avec l'IA en 2 secondes. C'est plus ça le problème, c'est plus créer, c'est quelle chanson, est-ce que toi tu amènes un truc différent, est-ce que tu amènes une vision différente, et pour c'est ça qui revient, et pour qui tu le fais, etc. Exactement. Je pense qu'on va revenir à ce truc de il y a quand même l'idée qu'il y a une grande valeur et... Mais la création de contenu par rapport à ça, c'est que tu dois connaître en fait quel est ton objectif réel. Alors, tu peux le demander à l'IA, hein, tu agis en tant que machin et je cherche à faire ceci, cela, le reste, etc. Mais l'IA, c'est que de la statistique pour l'instant. En tout cas, c'est uniquement ça. C'est-à-dire que je sais qu'en mettant certains mots les uns après les autres, statistiquement, ça va donner plutôt cette architecture-là, etc. Mais si toi, tu ne sais pas quelle... Parce que l'IA ne peut pas savoir, en tout cas pour l'instant, de nouveau... On mettra à l'image des gros astérisques. Tout ce qu'on dit. Mais il y a le côté de l'intention. Et l'intention, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se module, c'est quelque chose encore, je trouve, très organique, en fait, par rapport à partager de nouveau certaines valeurs ou certaines visions. De nouveau, hein, par rapport à comment tu vas... Tu parlais de gens qui critiquaient parce qu'on a dit une chose d'une certaine façon ou avec certaines voix, etc. L'art est difficile, la critique est très facile. Et évidemment, à partir du moment où on a touché quelqu'un, que ce soit positivement ou négativement, on a touché quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont... Il y aura toujours des gens qui seront d'accord avec toi ou des gens qui ne seront pas d'accord avec toi. Fine. Ça, c'est une des premières choses d'ailleurs qu'on nous apprend dans le design, hein, c'est que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Mais il faut trouver ta voix à toi, ton message, voix VOIE et puis VOIX aussi, dans le sens où tu vas vraiment mettre en avant ton authenticité, pas mal, merci Marie-Camille, et de savoir vraiment être à l'aise avec ça et de nouveau d'identifier qu'est-ce que tu as à dire et à qui ça va servir. À qui ça va servir? C'est what's in it for me? Et puis what's in it for them, et c'est de nouveau le miroir en fait vers la cible. Toi, quand tu es l'émetteur du message, tu penses au récepteur du message ou au receveur, et est-ce qu'il va être compris de la même façon que toi tu voulais le faire passer? Et il y a un protocole pour ça en fait. Il y a une sorte de prisme hein, du branding justement. Je vous l'enverrai si vous voulez, c'est super intéressant, où tu comprends entre le moment où tu as l'intention, le moment décideur qui va changer, charnière, qui est au milieu du prisme, et à la fin, le moment en fait où tu vas avoir la conversion. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que moi, j'ai atteint et j'ai touché ma cible par rapport à ça, par rapport à mon message et par rapport surtout
à l'intention initiale. Et c'est là où on revient à justement, est-ce que j'ai touché? Est-ce que la personne s'est sentie concernée par ton produit ou ton message de marque? Oui ou non? Très intéressant. Ouais, je pense qu'on On a, arrive on a gentiment vraiment Yes. une discussion Mais fascinante on sur pourrait tout faire ça, un parce qu'on V2 pourra en sur parler pendant super chaussures, longtemps. branding, la marque de chaussures, on n'en a pas parlé, mais c'est une Ouais. histoire, on aurait pu rentrer encore sur Et toute sur les l'histoire de la bateaux marque. aussi. Et on a oublié de parler des bateaux, tu vois, ça va vite. Non, hein. c'est dingue. Il y a C'est tous vraiment les bateaux. des discussions qui Et sont ça, le hyper bateau, c'est mon intéressantes et projet design. repos. Design de Ouais. bateau, c'est pour C'est te, mon c'est projet pour te repos. ressourcer. Exactement. Et ça, j'aurais bien. Ça, on en parlera une autre fois parce que c'est aussi Avec grand plaisir. un sujet ultra intéressant. Dernière question, Cyril, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une belle vie? À part un beau bateau, non, je déconne. C'est d'avoir le sentiment que, à ton échelle, en tout cas, je parle pour moi, évidemment, c'est qu'à ton échelle, tu peux influencer pour le mieux la vie des gens. Et si tu sais que... Moi, ça me rappelle quelque chose, la première fois, en tant que designer de chaussures, justement, la première fois que j'ai vu quelqu'un qui portait une de mes chaussures que j'avais dessinées, qui n'était doit être ni très cool. mon père, ni ma mère, ni mon frère, ni des amis, Ça doit être quelqu'un sympa, que je ouais. connaissais absolument pas et qui parlait à quelqu'un d'autre qui disait c'est les meilleures chaussures que j'ai jamais eues. Et là, voilà. Là, Ça, je c'est pense sympa, que ouais. j'avais réussi quelque chose. Et en fait, c'est, je pense, une des missions d'un designer, c'est de rendre la vie meilleure aux gens qui utilisent ton produit. Donc, si moi, j'ai réussi à faire ça, ne serait-ce que pour une personne, C'est déjà pas mal. c'est déjà super. Top. Cyril, Très bonne merci réponse. mille fois. Merci à vous. beaucoup. À très C'était bientôt. un plaisir. À bientôt. Revenez quand vous voulez. Voilà, on est bientôt de retour, t'inquiète. Exactement. Excellent. Merci. À vous. Cet épisode de La Savane a été créé en partenariat avec Omega Studio. Grâce à eux, nous sommes dans ce studio incroyable en plein cœur de Genève. C'est bien plus qu'un simple studio. Ils offrent une expérience unique et adaptée à chaque projet. Que ce soit pour votre communication interne et externe, des showcasts, des tables rondes ou des webinars, tout est possible. Que vous souhaitiez réaliser un événement en direct ou enregistré, créer du contenu ou renforcer votre stratégie de communication, Omega Studio a tout ce qu'il vous faut. C'est le studio le plus complet et le plus accessible de la région, avec une vraie équipe de pros qui vous accompagne à chaque étape de votre projet, avec un véritable accompagnement scénique, vocal et narratif pour faire de votre passage à la caméra une expérience réussie et inoubliable. Si vous voulez en savoir plus sur Omega Studio, on vous met le lien vers leur site internet et leur service en description. Encore merci à eux pour leur soutien.